خاوتي غدو صباح عليكم بونجور تو الموند نزل في اللون اهلا وسهلا يا جماعه الخير جيسبر que تشوفونا مليح جيسبر que تسمعوا فينا مليح جيسبر que vous êtes bien réveillés que vous passez une belle journée du Ramadan. Il est depuis plusieurs jours où je réfléchis à ce thème. Depuis vraiment plusieurs jours je réfléchis à ce thème et à ce sujet et j'ai essayé de trouver l'angle nécessaire pour en parler. Vous savez, souvent les élections en Algérie on leur accorde aucun sens et quelquefois à juste titre. À juste titre, et en Algérie, nous sommes une dictature. À quoi bon s'intéresser ou s'engager dans une élection? C'est le sort ou le résultat de cette élection est connu d'avance. Au regard du trafic, au regard du trucage électoral, au regard de la nature du régime algérien qui ne reconnaît pas la contradiction ni l'opposition et qui n'accepte pas l'alternance démocratique et qui fait tout pour comment dirais-je, pour truquer les résultats, trafiquer les voix, manipuler les urnes. C'est normal que beaucoup d'Algériens et d'Algériens, y compris les acteurs politiques, ne s'intéressent pas à ces élections et les boycottent. Sauf que, la vie politique d'un pays, elle est de n'importe quel autre pays, parce que voilà, on a la malchance, le malheur de vivre dans une dictature. Dans la vie politique d'un pays, il y a ce qu'on appelle des tactiques, des ruses. Il faut militer de façon intelligente. Quand on fait de la politique, il faut avoir une certaine stratégie qui doit être intelligente et pragmatique. Et le pragmatisme, malheureusement, les Algériens et les Algériens, on ne le connaît pas assez ou on n'en a jamais fait preuve. Je m'explique. Le régime algérien organise des élections pour deux raisons. Je vous parle de cela parce que l'année prochaine, nous allons vivre une élection présidentielle 2024. Réellement, la course ou la compétition ou le climat pour l'élection présidentielle 2024 a d'ores et déjà le climat de tension, le climat de suspense, le climat de le malaise, parce qu'une élection ça est accompagné par des tensions, par un malaise, à la fois par des inquiétudes, par des polémiques, parce que dans des pays comme les nôtres, est-ce que le président sortant va rester? Est-ce que le pouvoir va le reconduire? Est-ce qu'il sera suffisamment puissant pour s'imposer? Est-ce qu'il va y avoir des bagarres? Est-ce qu'il va y avoir de la violence? Est-ce que dans les pays africains en général, une échéance électorale, c'est toujours un moment très tendu dans l'histoire d'un pays et ça peut basculer le pays dans l'instabilité comme dans l'insécurité. C'est pour ça que dans beaucoup de pays africains, les populations craignent les séquences électorales, les moments électoraux et c'est pour ça que d'ailleurs que les institutions économiques internationales disent dans leurs prévisions économiques, dans leurs études ou dans leur évaluation du risque pays, on appelle ça le risque pays, c'est-à-dire c'est des études qui sont faites pour orienter les investisseurs internationaux dans leur placement financier sur les marchés mondiaux. Et dans les pays africains, durant les années où il y a des élections présidentielles, par exemple, où il y a des processus électoraux, il ne faut pas placer son argent là-bas, il ne faut pas investir, parce que ça risque de péter, il risque d'y avoir de l'instabilité, il risque d'avoir des manifestations violentes, des émeutes, voire même certaines élections en Afrique ont débouché sur des guerres, comme le cas du Côte d'Ivoire. On voit là au Sénégal la violence qui oppose l'opposition sénégalaise au président Macky Sall. شفناها عشناها ثاني في الكونغو كينشاسا etc. Plusieurs cas. L'Algérie n'échappe pas à cette règle. Sauf que le régime algérien, il est beaucoup plus fort que les autres systèmes africains, il est beaucoup plus sécuritocrate, il est beaucoup plus puissant et donc il organise des élections présidentielles pour deux raisons. C'est pour ça qu'il a l'impression de contrôler le pays et c'est pour ça qu'il a l'impression qu'à chaque fois, les élections se déroulent plus ou moins dans un climat de sérénité externe, mais dans un climat de forte tension en interne. Et je m'explique encore. Le régime algérien organise des élections pour deux raisons. Un, parce que pour se conformer aux standards de la communauté internationale. Le régime algérien, il a besoin de sa légitimité à l'international, il a besoin d'avoir des rapports apaisés avec les puissances mondiales et avec les acteurs de la communauté internationale, il a besoin de se poser comme étant un acteur légitime. La légitimité internationale, et c'est ce qui permet au régime algérien de vivre. Le régime algérien se préoccupe plus de sa légitimité à l'échelle internationale que de sa légitimité à l'échelle interne et à l'échelle nationale. Ce que pense le peuple algérien, ils sont contrefiches. Lui, il veut gagner une certaine acceptabilité par la communauté internationale. Et pour cela, malheureusement pour lui, il faut qu'il organise des élections. C'est comme ça que les normes politiques du monde moderne. S'il n'y a pas d'élection, on ne peut pas considérer que les décideurs qui sont à la tête de cet État sont pour autant légitimes
où là, on ne pourrait pas les accepter au sein de la communauté internationale. Et donc cette acceptabilité, cette légitimité se vérifie par rapport aux élections. C'est pour cette raison que le régime algérien organise des élections. La deuxième raison est liée à des questions, à son fonctionnement interne. Le régime algérien a besoin, pour sa cohésion, pour sa cohérence, de confirmer ou d'infirmer que le clan, ou que la personne qui dirige l'État et bénéficie encore de la confiance du régime, de l'ensemble des acteurs du régime. Est-ce qu'elle est capable de continuer à diriger le pays? Est-ce qu'elle est capable de rester encore? Ou est-ce qu'elle n'a pas la légitimité, ou elle n'a plus la force ou la puissance pour fédérer autour d'elle plutôt? Parce que la légitimité d'un dirigeant en Algérie, c'est quoi? Sur le plan interne, c'est sa capacité à fédérer autour de lui l'ensemble des acteurs du régime et à fédérer autour de lui plusieurs clans qui le portent, qui le soutiennent pour qu'il soit aux commandes du pays. S'il perd ce consensus autour de lui, classe. Le régime s'effrite, là il y a des instabilités. Donc c'est un exercice interne. Il se fait mobilisation, le courant qui compose l'armée, les services secrets, l'appareil administratif de l'État, les différents lobbies économiques et politiques qui composent le régime algérien doivent s'entendre entre eux pour savoir est-ce que le président actuel il continue, est-ce qu'il nous arrange, est-ce qu'il arrange leur feuille de route, est-ce qu'il est suffisamment puissant pour les fédérer et pour leur imposer sa feuille de route, ou là il faudra le changer, de trouver un successeur. C'est les deux raisons. Je te fais un mot. Bon, les deux raisons, naturellement, n'ont pas de lien avec les préoccupations de la population algérienne, ses revendications ou là, ses réclamations. Finalement, nous les Algériens, on est réduits au stade de supporters. Sauf que ça a été une erreur, je dis bien, une erreur fondamentale de dire et de croire, parce qu'on est une dictature, qu'on ne doit pas s'impliquer en politique ni dans les élections et qu'on ne doit pas utiliser les processus électoraux pour peser sur le changement et essayer de changer le régime de l'intérieur. C'est une erreur. Pourquoi? Comme le régime algérien, comme tous les régimes totalitaires, a besoin des séquences électorales, de ces processus électoraux, pour les deux raisons que je viens d'expliquer tout à l'heure, externes et internes, l'opposition démocratique, progressiste ou la même conservatrice, l'opposition tout court, doit profiter des élections pour entrer dans le jeu politique et utiliser les élections présidentielle ou la locale ou la législative, peu importe, surtout les élections présidentielles. Parce que les élections présidentielles, c'est le moment le plus médiatisé, c'est là où les projecteurs du monde entier sont braqués sur un pays, c'est là où les autorités locales d'un pays sont obligées de médiatiser, sont obligées d'organiser des meetings, sont obligées de parler. Ça crée une situation politique qui peut servir à l'opposition. C'est une erreur. Tous les pays dictatoriaux, on a vu leur expérience. Les pays qui ont changé de la dictature vers un régime plus ou moins ouvert, hybride, avec plus de liberté publique et plus de liberté démocratique, ce sont des pays qui ont muté ou là, qui ont changé grâce à l'implication de leur opposition dans des processus électoraux. Les exemples sont légion. Les exemples, sont légion. On chauffe les courants réformistes en Iran. À chaque fois, il a utilisé les élections présidentielles, les élections politiques en Iran pour imposer des réformes et rendre l'Iran un pays beaucoup moins arriéré, beaucoup moins terrible à vivre. Chefnaha dans certains pays en Amérique latine, chefnaha dans des pays en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, en Malaisie, chefnaha même en Birmanie. À un moment donné, la dictature militaire était forcée d'accepter une opposante à la tête de l'État qui a essayé de faire des réformes, même si elle a capoté plus tard et ça a fini par un bain de sang. En tout cas, chefnaha Pakistan, oui, les élections fournissent l'occasion des réformateurs de pénétrer le pouvoir pakistanais qui est très militarisé, très sécuritaire, pour imposer un certain seuil de liberté publique et individuelle. Les exemples sont légion. Il y a plusieurs exemples. La الغلطة اللي درناها en Algérie, on ونقولها في les élections de 2019, c'est que le Hirak ne s'est pas impliqué. À l'époque, rappelez-vous, je vous donnais, suivez mon raisonnement, je te fais un moment. À l'époque, on a dit, ce sont des élections illégitimes, le peuple ne veut pas de ces élections-là, on a choisi des candidats qui ont été sélectionnés, triés sur le volet par le régime algérien, on n'y participe pas, on boycotte. Sauf que le boycott, parce que le boycott à les élections présidentielles de 2019, finalement le boycott réel, massif et musclé, ne s'est exprimé qu'en Kabylie. Il n'y a qu'en Kabylie où les bureaux de vote ont été fermés, ont été violentés, cassés, saccagés. Bien sûr, il ne faut pas cautionner la violence, mais c'était un boycott. C'était un boycott violent, mais c'était un boycott. Il n'y a que la Kabylie où le vote n'a pas pu se dérouler. Dans beaucoup de localités, Djaïef Tizi Ouzou, ou la même fait Bouera, les élections n'ont même pas pu se tenir. Donc, mis à part la Kabylie qui a boycotté réellement, qui a empêché les élections, le Hirak n'a pas pu empêcher les élections présidentielles de décembre 2019.
On a manifesté vers Alger, il y a eu des millions de personnes à travers le pays qui ont manifesté dans plusieurs grandes villes du pays contre les élections, mais on ne les a pas empêchés. Un boycott, s'il n'empêche pas quelque chose, s'il n'empêche pas un événement contre lequel il lutte, ça ne sert à rien. C'est un boycott qui reste symbolique. Le boycott du Hirak de 2019, ça me rappelle un peu de fond, il était resté symbolique. Du coup, on a laissé le pouvoir imposer sa feuille de route, placer Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'État, et les problèmes du pays en ce moment ont commencé à partir de ce moment-là. Dès que Tebboune a été intronisé président, le pouvoir, il a choisi son président, il a appliqué sa feuille de route. La feuille de route du pouvoir, elle a été appliquée de manière très intelligente. Et malheureusement, très pragmatique. Le pouvoir, il a réprimé le Hirak, il a empêché, il a neutralisé l'opposition, il a étouffé les libertés publiques et la liberté d'expression, il a étouffé la presse algérienne, et sa feuille de route elle a été appliquée, Mme Abdelmadjid Tebboune, c'est transformer le pays en une nouvelle dictature où les protestations populaires comme celle du Hirak ne peuvent plus avoir lieu. La feuille de route du pouvoir n'est pas. La feuille de route du Hirak n'est pas. Parce que le boycott du Hirak, à l'exception de ce qui s'est passé en Kabylie, n'a pas eu, il a perdu son rapport de force. Si tu fais une action politique où tu gagnes rien en échange, je vais mettre tout. Et malheureusement, au 9 décembre 2019, la Kabylie a suscité chez le régime algérien beaucoup d'envie de vengeance, parce que le pouvoir a voulu se venger de la Kabylie. Yannitouma, vous avez empêché la tenue des votes. Yannitouma, vous avez empêché l'organisation des élections. On va vous accuser de séparatisme. On va vous coller, on va utiliser l'histoire du MAC pour mater toutes les révoltes et toute l'opposition en Kabylie. Il y a un lien direct entre la criminalisation de tous les activistes qui sont d'origine kabyle avec ce qui s'est passé pour les élections présidentielles de 2019. Le pouvoir a voulu se venger, comme le pouvoir de Bouteflika a voulu se venger après les événements de 2001. C'est toujours la Kabylie qui se révolte la première, c'est toujours la Kabylie qui fait cavalier seul, c'est toujours la Kabylie qui impose, il y a un rapport de force musclé, et bien le pouvoir, il laisse faire au début, ensuite il se retourne contre elle. Je vous signale quand même, il y a une dizaine de débords, pour les élections présidentielles de 2019, les manifestations dans les localités Tati Ouzou, Bouera ou Bjaya. La police a tiré, elle a utilisé des armes assez dangereuses. On a eu une dizaine de jeunes manifestants originaires de Tizi Ouzou Bjaya et Tizi Ouzou Bjaya ou la Bouera, et même Boumerdès, qui ont perdu un œil. Il y a même eu un manifestant qui est mort, dont on n'a pratiquement jamais parlé, on n'a jamais eu l'occasion de l'identifier, de faire une enquête là-dessus. Il n'y a jamais eu une enquête sérieuse sur ce qui s'est passé dans les événements entre le 10 et le 12 décembre 2019 dans les villages de Bjaya, Bouera, Boumerdès et Tizi Ouzou. Donc, la Kabylie a été isolée, ce qui a permis au régime algérien de traiter la Kabylie à part, d'utiliser la question du terrorisme, du séparatisme. Ensuite, les feux de forêt, comme du pain béni avec la fête de Jamal Ben Smaïl, qui est allé à plusieurs fois. Donc la Kabylie a été martyrisée, traumatisée et traitée à part, dans un laboratoire à part le régime algérien. Le Hirak n'a pas de rapport de force. Peut-être je ne participe pas. Et si tu ne participes pas et tu laisses le régime faire ce qu'il veut, on a perdu. Donc ils ont mis en place leur feuille de route. Si en 2019, le Hirak a été plus intelligent, ou l'opposition, parce que le Hirak c'est une expression d'un mouvement populaire, si l'opposition a été plus intelligente, si elle avait participé à ces élections, bien sûr vous allez me dire, mais elle n'aurait jamais gagné. Le problème n'est pas de gagner à la finale. Le problème est de peser, de piéger le régime algérien avec en utilisant ses propres pièges. Parce que les élections en Algérie, c'est un piège. Le régime dit, moi je respecte les formes démocratiques, je ne suis pas une dictature, j'organise des élections chaque 5 ans. Un mandat pour déterminer qui sera président de la République. Et au peuple de choisir. Ok, puisque c'est un piège, et on sait qu'à la fin il va trafiquer beaucoup ou là un peu, il faut utiliser ce piège. Si des opposants ont participé à ces élections, ont déposé leur candidature, de façon massive, parce qu'à la fin, quand on prend des élections, c'est qu'on dépose sa candidature au niveau, alors avant c'était le Conseil constitutionnel, maintenant c'est le Conseil constitutionnel, visiblement c'est lui qui va valider les candidatures aux élections présidentielles de 2024, avant donc c'est la Cour constitutionnelle, avant c'était le Conseil constitutionnel, maintenant normalement c'est la Cour constitutionnelle, en tout cas peu importe le processus de vérification. Si des dizaines d'opposants ont déposé leur candidature, j'en ai Rachid Nekazi, Zoubidah, Soli Boucher, Chili, si tout le monde a voulu se montrer candidat ou être candidat, on aurait obligé le régime algérien à choisir au moins un profil. Parce qu'à la fin, il n'a choisi que 4 profils. Les fameux Ben Grina, Ben Flis, Tebboune et compagnie. Si l'opposition algérienne avait manifesté ou l'a déposé plusieurs dossiers pour imposer aux autres, pour piéger les autorités algériennes,
Quand 10 opposants déposent leur dossier, les autorités algériennes, à un moment donné, les autorités sont obligées qu'elles mettent un ou deux opposants pour donner l'impression que c'est une véritable élection démocratique conforme aux standards exigés par la communauté internationale. Là, le régime, il va ruser. L'opposition aurait pu ruser en plaçant un opposant. Demain, où il y a plusieurs, 3 types d'opposants. Ces opposants, après, ils peuvent négocier entre eux et se retirer pour une candidature commune. À la fin, il n'y aura qu'un seul opposant qui va représenter toute l'opposition. Et là, on profite de ce moment qui est le processus électoral. Dans un processus électoral, tu ne peux pas censurer la parole des candidats. Il faut qu'il y ait des meetings, il faut que la presse s'exprime, des plateaux de télévision. Et si le régime se retourne contre le candidat de l'opposition, essaie de le censurer, d'empêcher ces meetings, là, tu gagnes la sympathie de la communauté internationale. Et tu pièges le régime algérien. Tu le pièges, tu lui dis, ah, finalement, tu es une dictature. C'est une élection libre. Pourquoi tu censures ma parole? Pourquoi je n'ai pas accès à l'ENTV? Pourquoi je ne peux pas critiquer le président Tebboune? Pourquoi je ne peux pas dire que Tebboune est un corrompu, est un salopard, ou peu importe un salopard? Je dis des mots. Il ne faut pas dire ça, bien sûr, dans une élection, il faut monter un peu de niveau. Ça, il est inefficace, qui ne sert à rien, etc. Et qu'on doit changer. Maintenant, le pouvoir sera obligé de laisser à l'opposant, ou au candidat commun de l'opposition, ou à l'opposition, une marge de manœuvre importante pour s'exprimer, mobiliser les Algériennes et les Algériens. Et pour capter l'intérêt de la communauté internationale. Ou le vote, les urnes, معليش. Le vote, comme كان يدير l'opposant Navalny en Russie. Navalny, rappelez-vous, qui est en ce moment en prison, qui était toujours le concurrent de Poutine. Il a toujours défié Poutine pour les élections, même s'il sait qu'il va perdre. Mais il crée du dynamisme autour de lui, il crée une dynamique politique, il renforçait sa popularité, il donnait à l'opinion publique russe l'image d'un opposant qui est là, qui est pragmatique et qui teste toutes les solutions pour changer le pays. Là, il fallait le faire. À la fin, s'il y a un trafic, les partisans de l'opposition auront un motif, parce que quand tu manifestes contre les élections, le régime tu veux empêcher une élection, c'est hors la loi. Ok, je suis hors la loi si je manifeste contre la tenue des élections. Mais si je manifeste contre les résultats d'une élection, je ne suis pas hors la loi, parce que j'ai participé à l'élection, j'ai constaté du trafic, il faut utiliser ce mécanisme de façon intelligente, il faut le détourner, au lieu de le laisser uniquement au service du régime algérien, il fallait le détourner de sa le détourner un petit peu, le détourner et l'utiliser de façon intelligente et rusée en faveur de l'opposition. Je vote massivement pour l'opposition, contre le président sortant, par exemple contre Abdelmadjid Tebboune. Si je constate bien qu'il y a du trafic, là je manifeste. Là je fais des rassemblements, là je fais des grèves, et la communauté internationale sera d'accord avec moi. Et l'opinion publique sera d'accord avec moi. Vous avez organisé des élections. Il y a un opposant qui a participé. Il y a eu des votes pour faire en sa faveur, mais vous voulez l'empêcher de gagner. Pourquoi vous voulez l'empêcher de gagner? C'est illégal. Alors que vous prétendez que les élections que vous voulez organiser doivent rester légales et doivent être légales. On a un motif de contestation. Ou on peut basculer le pays dans un bras de fer que le régime algérien va perdre. On a le régime et l'institution militaire qui, je vous oublie, chap. Il s'est mobilisé avec un opposant. Ils lui ont donné des bulletins, beaucoup de bulletins et beaucoup de voix. On a l'institution militaire, elle pourra, l'institution militaire, comme l'une des composantes puissantes du régime, ça peut être les services secrets, ça peut être d'autres composantes, ils seront obligés de négocier avec le candidat de l'opposition. Donc ils vont abandonner leur candidat à eux, qui pourrait être bon en 2024, le président sortant. Ils parleront avec le candidat de l'opposition, ils négocieront avec lui. Et là, on pourra mettre en place un processus ou une phase de transition démocratique et politique où l'opposition fait des compromis avec le pouvoir en place, où le pouvoir en place fait des compromis avec l'opposition, et on va aboutir, pour l'intérêt général du pays, à une feuille de route qui va restaurer les libertés publiques, les libertés individuelles, qui va restaurer un petit peu le respect de l'état de droit, plus ou moins, dans des proportions acceptables pour le régime, comme dans des proportions très acceptables pour l'opposition. Et là, on pourra aller vers le véritable changement. C'est comme ça que les changements peuvent se produire. Et même dès qui m'a fait 2019, la Kabylie, il y a qui fait tout, qui brûle les bureaux de vote, qui empêche les votes, qui brûle les bulletins, les boîtes à dos, les urnes. Et où les autres régions du pays ne font qu'assister comme des supporters, le régime trafic, le régime trafic, mais tu ne l'as pas défié.
n'as pas relevé le défi, tu n'es pas parti à sa confrontation, tu n'as pas utilisé les mêmes mécanismes. Parce que oui, il utilise des normes, il est intelligent. Le régime algérien, il est intelligent, comme beaucoup de dictatures d'ailleurs. Quand il y a des normes démocratiques, quand il y a des élections, chaque 5 ans, je te fais des élections. Viens participer. Pendant les élections, il se doit de respecter certaines normes, parce qu'il utilise lui-même la norme du processus électoral pour se légitimer, à l'opposition d'utiliser ce jeu pour piéger le régime algérien, aboutir au changement. Je lance ce débat et dites-moi ce que vous en pensez. Le débat va se poursuivre sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Et s'il y a des ondes d'ombre ou là des malentendus ou des incompréhensions, nous allons essayer de les lever dans nos prochaines émissions, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres révélations.